Bienvenue sur les podcasts de Tech15. Animé par Jean-Paul Cazeneuve, Vue du banc met en avant le quotidien des entraîneurs, des préparateurs physiques et des analystes rugby. Quelle est la vision de leur sport? Quelles sont les particularités de leur métier? Pourquoi ce jeu est-il appelé à évoluer en permanence? Pour le découvrir, Vue du banc est allé à la rencontre de ces hommes et de ces femmes passionnés de rugby. Allez, c'est parti. La Coupe du monde de rugby en France est l'occasion pour Tech15 de donner un coup de projecteur sur des problématiques auxquelles sont confrontés les staffs au moment d'aborder une compétition internationale. Ce nouvel épisode des podcasts de Tech15 est consacré à la préparation physique d'une équipe avant et pendant la compétition. Pour en parler, deux experts. Olivier Morelli, 17 sélections en équipe de France de handball. Après sa carrière, il devient préparateur physique à temps complet dans le football, le volley au sein de l'équipe de France de volley pendant 8 saisons, ponctuées, on le sait, par la médaille d'or au JO de Tokyo en 2021, avant de devenir à part entière le préparateur physique de l'équipe de France de handball, avec pour objectif cette fois-ci les prochains JO de Paris 2024. Gilbert Gascou, lui, vient de l'athlétisme et il a consacré toute sa carrière de préparateur physique au rugby. Ça commence à Montauban en 1996, aux côtés de Xavier Péméja, puis du tandem Laurent Labitte, Laurent Travers, avant de poursuivre avec eux l'aventure au Castres Olympique puis au Racing 92, soit au total 27 saisons en responsabilité de la préparation physique dans plusieurs clubs professionnels. Messieurs, bonjour. Avant toute chose, la même question à vous deux. Pourquoi et comment cette passion pour la préparation physique s'est-elle installée en vous au fil des saisons? Gilbert? Alors j'étais joueur auparavant et en parallèle j'étais aussi parce que lorsqu'on jouait à l'époque où je jouais on travaillait aussi, on n'était pas des professionnels, donc j'étais aussi entraîneur et intervenant en EPS et entraîneur en athlétisme. Lorsque je me suis blessé, que j'ai arrêté ma carrière, donc j'ai assez vite je dirais pris le chemin de la préparation physique de par mes spécificités. Le professionnalisme du rugby arrivant, j'ai profité de mes deux connaissances du rugby et de l'athlétisme pour intégrer l'entraînement qui était naissant, je dirais, dans le monde du rugby. Ouais. Olivier Morelli? Moi, c'est un petit peu pareil que Gilbert. Voilà, j'étais joueur professionnel, je me suis blessé et à la suite de ma blessure qui m'a demandé d'arrêter ma carrière, j'ai mon club de l'époque, Istres, qui m'a proposé de prendre l'entraîneur adjoint, d'être entraîneur adjoint et préparateur physique. J'avais un petit peu commencé avant de ma reconversion en passant quelques diplômes dans la préparation physique. Et voilà comment j'ai commencé dans les années 2000 à m'intéresser à la préparation physique et à me dire que c'était quelque chose qui m'intéressait et que j'avais envie d'investiguer un peu plus longtemps. Voilà, et ça va devenir une passion débordante. Alors, le sujet qui nous occupe aujourd'hui a trait à la gestion d'une longue compétition en termes de préparation physique pour une équipe. Comment ramener tout le groupe dans une forme physique optimum au moment d'entamer la compétition, tout en programmant le fameux pic de forme le jour J à l'heure de disputer la finale, pourquoi pas. Alors c'est le challenge qui est au centre des débats au sein du staff du 15 de France en ce moment, vous le savez, et c'est peut-être un peu pour ça qu'on a décidé d'avoir deux experts avec nous dans ce podcast pour essayer de déblayer un petit peu le terrain et d'y voir plus clair. Dans un premier temps, il s'agit, je suppose, quand on récupère le groupe, de définir la forme physique de chacun, le potentiel de chacun. C'est ça, Gilbert? Effectivement, c'est une période d'évaluation. On va faire un petit peu le point sur toutes les forces vives, sachant que elles arrivent d'un championnat, elles arrivent d'une succession de matchs, d'entraînements et d'une longue saison souvent, ou de plusieurs longues saisons. Donc il faut déjà bien sûr avoir un projet. Il faut déjà avoir un projet et une vision de ce qu'on veut réaliser et comment on veut le réaliser. Mais concernant les joueurs, bien entendu, il faut évaluer tout le monde. Il faut essayer de screener tout le groupe et de se donner déjà des orientations de travail et des programmations de travail pour pouvoir ramener, je dirais, tout le monde à un niveau de possibilité de travail, je dirais, individuel dans le premier temps et puis surtout collectif. Ouais, un peu homogène. Olivier Morelli, en fait, il faut déterminer, j'allais dire, la carte d'identité, le profil type de chacun, de façon à individualiser après au maximum la préparation physique.
Oui, voilà, c'est ça. Hein, c'est très important de le faire. Je vais même peut-être ajouter que quand on est sur une équipe nationale, ce qui est important, c'est la relation qu'on va avoir avec les clubs et notamment les staffs des clubs et les joueurs Mhm. en amont de la compétition. Parce que quand on arrive sur la phase de préparation à cette grande compétition, on arrive, il faut faire bien évidemment cet état des lieux, comme disait Gilbert, qui est très important. Mais en amont, l'idée, et c'est comme ça que moi je travaille à la Fédération française de handball, c'est que je suis en lien en permanence avec les préparateurs physiques et les staffs des clubs. Et nous, au sein de notre staff, chacun va vers son collègue, c'est-à-dire le médecin de notre staff est en contact avec les médecins des clubs, l'entraîneur avec tous les entraîneurs. Et donc moi, en tant que préparateur physique et responsable de la performance, avec tous les préparateurs physiques des clubs pro, qu'ils soient français ou étrangers. Mhm. Et je pense que ça nous aide pas mal à déjà anticiper beaucoup de choses sur les manières de travailler, les états de forme durant la saison et les habitudes aussi de travail que chaque joueur a pu prendre dans son club. Et derrière, nous, on définit une stratégie de performance avec un calendrier des matchs, avec une préparation assez fine sur les contenus. Et on essaie de mixer entre ce que fait le joueur dans son club toute l'année et nos exigences à nous sur les matchs internationaux qui sont beaucoup plus durs physiquement que les matchs de club. Parce que le niveau est un cran au-dessus. Donc voilà, c'est vraiment cette alchimie entre l'anticipation sur les échanges avec les différents staffs et cette cartographie quand on récupère les joueurs pour essayer d'en tirer la quintessence pendant toute la préparation et faire en sorte, comme tu l'as évoqué, que derrière, on arrive sur le moment crucial, une demi-finale, une finale, avec un maximum de chance Ouais. sur les gars, quoi. Oui, en fait, il faut pas le lâcher, quoi, le joueur, en termes de préparation physique. C'est pour ça que cette collaboration entre le club et l'équipe nationale est importante. Et toi, Gilbert, tu l'as vécu, ça, avec les joueurs du Racing ou du Castres Olympique qui étaient en équipe de France. Je dirais que le projet, il est sur du long terme. Hein, souvent, maintenant, c'est sur des coupes du monde, c'est-à-dire sur 4 ans. Ça veut dire que des stratégies sont construites autour déjà des gens qui encadrent les joueurs, qui les font travailler pour leurs objectifs qui leur sont propres dans les clubs, mais aussi d'avoir, je dirais, cette possibilité de croiser un petit peu les objectifs, sachant que dans le rugby, les enchaînements de matchs, de compétition sont des vrais casse-têtes. Et donc, on a besoin de collaborer, on a besoin de se connaître avec les staffs pour connaître mieux les joueurs. Et donc, je pense que c'est ce que font toutes les équipes, tous les staffs des équipes nationales maintenant, parce que bien évidemment, on ne prépare pas les joueurs au dernier moment, 3 mois avant une compétition, même si on les a pendant 3 mois sans arrêt. Au moins, cette collaboration qui s'installe entre les clubs et le sélectionneur national par l'intermédiaire des préparateurs physiques permet aussi de temps en temps d'éviter les blessures et les pépins, quoi. Hein. De les éviter, ou du moins de les connaître aussi, c'est celles qui sont arrivées, celles qui ont handicapé un petit peu le joueur, c'est de les connaître et c'est de savoir quelles ont été les stratégies mises en place de rééducation, de réathlétisation pour pouvoir en tenir compte dans les préparations. En fait, c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est de vraiment comprendre comment un joueur fonctionne, qu'est-ce qu'il a à sa disposition dans son club, comment il travaille, parce que bien évidemment, le club a les mêmes objectifs, hein, c'est d'amener ses joueurs dans des états de forme importants à des moments cruciaux. Donc, il développe aussi des stratégies. L'idée, c'est de collaborer sur ces différentes stratégies, de travailler main dans la main avec les clubs et de faire en sorte que le joueur, quand il arrive en équipe nationale, il soit pas trop perturbé par le type de travail, même si on y met une petite touche personnelle sur les exigences. Mais globalement, l'idée, c'est de donner aux joueurs les meilleures dispositions pour supporter les charges d'entraînement, vivre de matchs de très haut niveau et éviter de se blesser. Oui, alors après, ça n'évite pas et ça n'empêche pas l'accident, j'allais dire l'accident bête comme l'ont vécu Romain Tamac et Cyril Baille récemment au sein de l'équipe de France dans un match banal de préparation. De toute façon, on le sait très bien, quand on fait du haut niveau, on n'est pas à l'abri de ces blessures-là. Même quand on monitore énormément de data et qu'on regarde tous les jours les états de forme et qu'on essaie de calculer au mieux, il y a toujours l'accident. Et quand on est sur un sport de contact, combat,
comme le rugby ou le handball, qui se ressemblent quand même beaucoup sur ces zones-là, et ben on n'est pas à l'abri d'accidents. Ouais. Et je pense que le staff de l'équipe de France a toutes les cartes en main pour bien programmer, mais ça n'empêchera jamais ce type de blessure. Même avec toute la prévention du monde, il y a aussi ce facteur de combat qui malheureusement est à la portée de tous les joueurs. Bien sûr. C'est ça qui est compliqué quand on aborde des sports collectifs où il y a du combat. Ouais. Gilbert, quels sont les paramètres qui permettent de mesurer l'évolution du joueur en termes de performance et ça sur la durée, sur une compétition internationale, mais aussi sur un top 14 tout simplement ou une Coupe d'Europe, hein? Qu'est-ce qu'on regarde? Gilbert. Effectivement, je veux dire, on essaie de. Aujourd'hui, là, on a des outils qui nous permettent de mesurer beaucoup de choses. Ce n'est pas une finalité en soi, néanmoins, ça nous permet de mesurer les choses précisément et donc de suivre, je dirais, les charges de travail et ce qu'on met en œuvre sur le terrain. Il y a surtout, et ce qui est important surtout, c'est d'établir une relation et un monitoring, je dirais, de relation avec le joueur, c'est-à-dire que il est impliqué dans sa performance, bien entendu, mais il doit aussi lui avoir un retour sur l'entraînement. Il doit donner un petit peu des indications à son staff pour un petit peu aiguiller ou pour surtout, je dirais, affiner les charges de travail, sachant que dans un sport collectif, les individus ne sont pas tous les mêmes, ne ressentent pas les mêmes choses, ont pas les mêmes, je dirais, vie sociale et individuelle à l'identique. Donc, les événements qui reviennent régulièrement, nous, dans le rugby, il y a un événement, une compétition qui est aussi important à chaque semaine, pardon. Qui revient systématiquement dans l'année pendant 10 mois ou 10 mois et demi, voire 11 mois, à un moment, il faut pouvoir instaurer, je dirais, un recueil, je dirais, de données qui va nous faire revoir un petit peu, ou du moins revoir et corriger certains contenus d'entraînement, et surtout qui va nous faire établir une relation avec le joueur qui va nous guider pour faire ça, quoi. Ouais, on parlera du GPS tout à l'heure, mais Olivier Morelli, quand tu parles de morphodynamique, de bilan morphodynamique pour un joueur, c'est ça, arriver à déterminer son profil? Alors ça fait partie des tests que nous on met en place sur l'équipe pour essayer de regarder comment fonctionne en fait en statique, en dynamique un joueur au travers de différentes évaluations. Après voilà, comme disait Gilbert, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de regarder comment un joueur va fonctionner pendant son entraînement ou sa compétition en termes de métriques qu'on va pouvoir mesurer à partir de la technologie, on en parlera tout à l'heure, mais aussi comment il réagit à ce que le staff technique lui propose. C'est-à-dire, il y a un entraînement par jour, ou il y en a 2, ou il y en a 3. Comment lui, son organisme va réagir par rapport à cette stratégie théorique que le staff a mis en place. Et là, on essaie d'observer quelques variables pour dire, voilà, le joueur réagit plutôt bien dans cette période où nous, on pense qu'il devrait réagir de telle et telle manière. Et on essaie de suivre, en fait, les réactions de l'organisme du joueur, et pas que l'organisme, en fait, même aussi au niveau psychologique, comment il vit, en fait, sa préparation et comment il vit sa compétition pour être certain de la disponibilité de ce joueur à la compétition quand on en aura besoin. Ouais, et est-ce que vous pouvez, en tant que préparateur physique, tirer la sonnette d'alarme sur des postures à l'entraînement qui vous paraissent pas tellement adéquates et dire attention, si tu continues comme ça, tu vas te faire mal? Alors personnellement, c'est pas comme ça que je le fais parce que notre rôle c'est pas d'aller voir un joueur en disant là tu tires au flanc, ça va pas, etc. ou là tu vas te faire mal. C'est plutôt de dire en retour de staff et au retour aux joueurs après, de dire voilà ce qui s'est passé. On a 2-3 joueurs qui sont peut-être en deçà des valeurs attendues ou qui sont bien au-delà des valeurs attendues. À nous de proposer une régulation, d'en discuter avec le joueur. Parce que le joueur, il doit comprendre, et de toute façon, c'est le premier discours qu'on a avec lui, que tout ce qu'on met en place, c'est pour optimiser en fait son potentiel quand on aura besoin de lui. Jusqu'où on peut aller dans la mesure de ce potentiel? Et est-ce qu'il vous arrive, en tant que préparateur physique, Gilbert ou Olivier, parfois à être capable de prendre des risques?
en termes de préparation physique? Gilbert? Alors, les joueurs, comme l'a dit Olivier, les joueurs sont des messagers. C'est-à-dire que ce sont des messagers un petit peu de leur ressenti par rapport à un contenu qu'on leur propose, par rapport à ce qu'ils vivent dans la compétition, dans la performance. Donc, un messager, il faut savoir l'écouter, il faut savoir l'entendre, sans, je dirais, créer un climat de suspicion, ainsi de suite. Donc, je crois que avant d'avoir un rôle, je dirais, autour de la préparation physique par elle-même, le contenu, ce qu'on leur propose dans le travail de force, le travail d'aérobie, ainsi de suite, il faut avoir cette capacité à pouvoir créer une relation avec le joueur qui va nous permettre d'améliorer cet échange-là, qui est pour nous essentiel et fondamental. Voilà. Ça, pour moi, c'est très important. Au-delà de souvent des contenus qui sont programmés, on sait qu'on va faire ça, on va faire ça, mais est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est la bonne quantité, est-ce que c'est c'est ça qui est important. Et le joueur, l'athlète arrive, Olivier, à se jauger, à se juger, à se dire tiens, j'ai encore une marge de manœuvre dans tel domaine. Est-ce qu'il y arrive? Est-ce que vous l'aidez aussi dans cette démarche? Alors oui, complètement, on l'aide. Après, il y en a qui arrivent très bien, il y en a qu'il faut les guider un peu plus. Mais globalement, on leur explique vraiment, c'est ce qu'a dit Gilbert, on leur explique vraiment le pourquoi du comment, à quoi ça sert, en quoi ça va nous aider. Parce que le staff technique, lui, il a des convictions. Il dit, voilà, on va travailler de telle et telle manière, on va travailler tant de jours, on va faire tant de séances. Mais le joueur derrière, et Gilbert l'a encore bien dit, c'est celui qui va nous guider aussi sur la mise en place factuelle et de ce qu'on va pouvoir ou pas adapter. Parce que globalement, lui, il a une information. Il faut aller chercher cette information. Et après, les informations, nous la récupère en discutant, on la récupère à travers des questionnaires, à travers des mesures de certaines variables. Mais globalement, il faut aller comprendre ce que le joueur, comment il vit en fait tout ce qu'on lui propose, et de bien lui expliquer les choses au départ pour qu'il ressente ça non pas comme quelque chose d'invasif, mais plutôt comme une aide à l'optimisation de son potentiel. Oui, on a le sentiment qu'il faut qu'il se l'approprie, cette préparation physique. Et ça passe par la communication, ça passe par une relation de confiance. On est aussi dans la psychologie, quoi. C'est pas de la préparation physique pure et dure, en fait, Olivier. Non. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est un élément très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait très bien dire, voilà, les gars, on va faire ça, ça, ça et ça, et c'est descendant, et que ça ne fonctionnerait pas bien. Il y a des joueurs qui peuvent être réticents à donner des indications. Alors, je peux raconter une petite anecdote, mais pose souvent quelques questions aux joueurs en routine, une fois, plusieurs fois dans la journée, et ça peut être des questions qui peuvent gêner. Et j'ai eu un jour un joueur renommé, de renommée internationale, qui était un cadre de l'équipe, qui m'a dit à un moment donné, là, ça me gêne de répondre à cette question, parce que si je réponds à cette question, ça va orienter un peu l'entraîneur, et si je dis vraiment la vérité, j'ai peur que derrière, il pense d'autres choses, et en fait, il n'a pas voulu se livrer sur une question, donc il a préféré pas y répondre. Je pense qu'aujourd'hui, le joueur, il doit vraiment s'approprier tout ça. Alors, c'est pas évident quand c'est des anciens joueurs qui ont vécu ça depuis des années, et voilà, c'est complexe parfois pour eux. La jeune génération qui maintenant vit ça au quotidien, c'est plus simple. Mais c'est vraiment ce discours de partage pour leur dire qu'on est là pour eux, on est là pour les aider, les optimiser en fait quelque part. Et il faut vraiment avoir ce rôle de confiance entre le joueur et le staff. C'est Uni Antonio, le pilier de l'équipe de France, qui disait avant-hier après le match face aux Fidji, heureusement que nous ne sommes pas encore à notre pic de forme. Cela veut-il dire que trop tôt par rapport à l'objectif, c'est pas bon, c'est ça? Disons qu'on parlait tout à l'heure des matchs amicaux. Les matchs amicaux, ils sont programmés dans une, je dirais, une succession de séances, et ils servent de séances. Ils sont là pour le travail. L'objectif intermédiaire, qui est le match amical, c'est une séance de travail. Donc, effectivement, quand on est sur une phase comme l'équipe de France, c'est-à-dire une progression vers une période où c'est qu'il faudra, dans un premier temps, se qualifier, dans un deuxième temps, performer pour être champion du monde. Ces passages qui sont
obligé, avec des charges de travail conséquentes, avec des entraînements qui sont réguliers, qui reviennent souvent, et ainsi de suite. Bien sûr, crée de la fatigue, et c'est le but, crée, je dirais, une sensation je dis pas de mal-être, mais on sait qu'on a beaucoup travaillé et on accepte d'être fatigué ou d'avoir un moins bon rendement parce qu'on sait que ce travail-là ou ce match-là, il est programmé pour pouvoir être dans quelques temps, dans des meilleures conditions et dans une meilleure forme et vers un pic de forme. La particularité de la Coupe du Monde, c'est que justement, c'est un pic de forme, contrairement à une saison de top 14 où c'est que le pic de forme, il doit être, je dirais, le plus régulier possible, puisque on ne peut être champion de France que si on se qualifie. Pour se qualifier, il faut gagner beaucoup de matchs, et tous les matchs sont importants. Je veux dire, donc on n'est pas dans la même, je dirais, physionomie de préparation. Je comprends ce que dit Antonio, puisqu'il dit on n'est pas encore où c'est qu'on doit être, mais on va y être. Olivier Morelli, c'est une année pré-olympique pour toi avec le handball. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu as commencé ton travail de préparateur physique avec l'équipe nationale, avec Guillaume Gilles et son staff? Alors, à ce jour, pas encore. Par contre, on a donc réunion de staff début septembre pendant 3 jours pour poser les bases de l'année olympique. On va avoir un premier regroupement en octobre où on va jouer un match avec une équipe encore à définir en fonction des blessures, des objectifs, etc. On aura l'Euro au mois de janvier, on aura 2 regroupements au mois de mars et au mois de mai, et après la prépa pour les Jeux. Mais globalement, pour être complètement clair, donc réunion de staff début septembre, et moi, 3 jours avant, j'ai une après-midi de travail avec tous les préparateurs physiques des internationaux pour discuter de cette saison et mettre en place une stratégie un peu commune. Alors, c'est un peu innovant parce que on l'a jamais fait, parce qu'aujourd'hui, l'équipe nationale et les clubs, on communique beaucoup, mais c'est de manière un peu informelle. Là, l'idée, c'est de dire, voilà, on va vivre une année un peu exceptionnelle. Il y a les Jeux Olympiques de Paris en bout de ligne. Bien évidemment, vous avez tous votre calendrier de championnat de France, Coupe de France, Coupe d'Europe en club, et c'est le plus important de l'année pour le joueur et pour le club, bien évidemment, parce que c'est quand même des salariés des clubs, donc faut en tenir compte. Mais l'idée, c'est quand même essayer de trouver comment on va pouvoir échanger tout un tas de données et de méthodes d'entraînement et d'objectifs pour pouvoir préparer le joueur à vivre non pas qu'une saison de club, mais une saison de club plus les Jeux Olympiques. Une drôle de saison. Nous sommes en compagnie de Gilbert Gascou et de Olivier Morelli, 2 experts en matière de préparation physique. Cette préparation physique qui a pris une place prépondérante au cours de la dernière décennie, en tout cas dans le rugby, est-ce que c'est aussi vrai dans le handball, Olivier? Oui, ça y est, on commence maintenant, on a des préparateurs physiques dans tous les clubs, ce qui n'était pas le cas encore il y a 15 ans, alors que le rugby, le football l'ont fait bien avant nous. C'est juste une question aujourd'hui de moyens financiers. On a des budgets beaucoup plus resserrés dans le handball, mais globalement, on commence à avoir maintenant des budgets plus conséquents. On a des postes de préparateurs physiques dans tous les clubs. On a même des clubs qui ont 2 préparateurs physiques. Donc ça y est, maintenant c'est bon. Moi, je vais essayer de pousser via la fédération pour que maintenant dans les clubs on puisse récupérer un maximum de data sur le suivi d'état de forme, sur le niveau d'activité des joueurs. Ça sera intéressant pour l'équipe de France et ça sera aussi intéressant pour les clubs. Donc voilà, on est, je pense, à un carrefour très important pour nous, avec beaucoup plus de moyens. Le handball a gagné beaucoup de titres. On a vu des équipes maintenant étrangères qui sont revenues au niveau de l'équipe de France, voire même dépassées. Le Danemark aujourd'hui est une équipe qui domine un peu le handball mondial. Absolument. C'est ou la France, ou le Danemark, ou la Suède et l'Espagne, grosso modo. Voilà. Mais donc pour pas s'endormir, nous il faut qu'on remette un petit coup de gaz, et ça veut dire beaucoup échanger avec les clubs, travailler de consort un peu comme fait le rugby entre l'équipe de France et les clubs professionnels, sans oublier que ce sont quand même des joueurs qui sont payés par leur club, salariés des clubs, et qu'il faut qu'aujourd'hui les clubs qui ont beaucoup d'impératifs médiatiques et sportifs puissent arriver aussi à leur objectif. Voilà, c'est un peu un équilibre un peu délicat, mais tout le monde est motivé pour. Mais nécessaire.
Gilbert, toi tu as toi du recul, hein, 27 saisons au service de la préparation physique du rugby, ça a aussi beaucoup évolué en quasiment 30 ans. Au-delà d'évoluer, ça a totalement changé. Je veux dire, tout a changé. La place du préparateur physique dans le staff, je dirais, le travail collectif dans le staff, le travail du contenu vraiment des séances, tout a évolué. Tout a évolué par le matériel, par la technologie, je dirais, la science et la technologie, bien entendu. Mais je dirais plus la technologie aujourd'hui que la science. La science, elle évolue aussi. Il y a des choses qui avancent. On reste sur les grands fondamentaux. On reste quand même sur les grands fondamentaux, même si dans certains domaines, sur des choses un peu plus précises, on a avancé, bien entendu. Mais ce qui a vraiment changé, c'est la technologie, puisque aujourd'hui, elle nous permet de mesurer beaucoup mieux. Et de suivre beaucoup mieux et bien mieux toutes les charges de travail, toutes les allures, tout ce qu'on veut finalement. Et elle est encore en train d'évoluer et elle n'en est qu'à une certaine évolution qui va encore s'améliorer dans les années qui arrivent. Oui, moi j'ai entendu dire un peu, mais alors je ne sais pas, vous allez peut-être me prouver le contraire, que en termes de préparation physique, on était un peu arrivé au maximum. Et que maintenant, il faut plus s'attendre à des évolutions ou à des découvertes importantes en la matière. Alors, je pense comme a dit Gilbert, on a énormément fait avancer la préparation physique là sur les 20 dernières années. Moi, j'ai fait ma carrière en 2004. Je me rappelle encore comment on s'entraînait physiquement quand j'étais joueur. On a un peu révolutionné tout ça. Hein. C'est vraiment un changement à 180 degrés, avec beaucoup plus d'entraînement physique qu'avant, avec de l'entraînement physique beaucoup plus scientifique. Oui. Hein, aujourd'hui, la technologie vient nous aider. Les publications scientifiques et les chercheurs nous aident aussi à aller dans certains sens, avec le monde universitaire qui nous aide. Donc tout ça a fait progresser la préparation physique. Je pense qu'aujourd'hui, alors on n'arrive pas au bout de tout ça, mais je pense qu'on est allé très très haut et qu'aujourd'hui on a besoin peut-être de revisiter un petit peu tout ça et de peut-être s'ouvrir un peu aussi à ce qui se peut se faire différemment à l'étranger peut-être ou voir d'autres aspects. Je prends un exemple et j'en discutais encore avec des entraîneurs il y a quelques jours dans d'autres disciplines. Aujourd'hui, sur l'optimisation de la performance, je pense que tout le monde sait faire. Tout le monde sait faire et fait plus ou bien en fonction de sa culture, en fonction de son sport. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est tous un peu là-dessus. Par contre, aujourd'hui, ce qu'il va falloir grandement améliorer, c'est la récupération. Et je suis persuadé aujourd'hui, au regard des calendriers démentiels, aujourd'hui, un international de handball peut faire 90 à 100 matchs dans l'année. C'est énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, optimiser la performance des joueurs, c'est important. Courir plus vite, sauter plus loin, etc., c'est très important. Mais ce qui est important d'optimiser aujourd'hui, c'est comment récupérer le plus vite possible pour repartir quelques jours après en étant quasiment neuf et prêt à redonner la même prestation technico-tactique et athlétique. Je pense qu'il faut grandement améliorer cet élément-là qui, pour moi, est vraiment l'élément de l'avenir, sans parler à côté de ça, puisque ça en dehors de la préparation physique, mais que le côté analyse de la concurrence sera un élément essentiel, je pense, dans les années à venir, comprendre encore mieux l'adversaire qu'on va jouer sur le plan technico-tactique et athlétique, qui nous permettra de mieux réajuster la réponse qu'on va donner sur un match. Ouais, tu parlais de récupération, c'est Michael Campo qui est le préparateur mental de la Fédération française de rugby et de la cellule de haute performance qui disait que la récupération elle est émotionnelle aussi pour les sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, un joueur de très haut niveau, il vit beaucoup d'émotions, il vit des matchs très forts où des fois ça gagne et puis des fois ça perd. Et il faut essayer entre l'environnement social et l'environnement sportif, faire en sorte que le joueur s'épanouisse et puisse à chaque fois être déterminé à avoir un engagement total dans ce qu'il va faire et ce qu'il va produire comme performance. Et je pense que on a aussi à traiter cette dimension-là dans les années à venir. Gilbert, le préparateur physique, c'est le premier adjoint que l'entraîneur en chef interroge aujourd'hui au moment de faire son équipe, en tout cas pour le rugby. Je parlais de la place du préparateur physique qui a évolué depuis une vingtaine d'années, effectivement. Il y a 25 ans, le préparateur physique, il était là pour faire courir des joueurs à côté de l'activité, pour faire
évoluer les qualités de force à côté de l'activité. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus intégrées, toujours par la possibilité de pouvoir mesurer des efforts et mesurer des activités plus finement. Donc, on a pu intégrer pas mal de contenus qui sont et rugbystiques et athlétiques. Néanmoins, je veux dire, le préparateur physique, il a pris une place prépondérante dans le staff, de par le fait que il gère des individus au service du collectif. Donc il est lui aussi, il est un porteur de messages au niveau du manager qui sont importants. Ce sont des messages qui sont un petit peu différents de ce qui peuvent être transmis dans l'activité rugby. C'est un entraîneur aujourd'hui, le préparateur physique, dans le milieu du rugby? Ça a toujours été un entraîneur, le préparateur physique. De par son statut, déjà, c'est un entraîneur. Aujourd'hui, le statut est plus clair et plus reconnu, mais globalement, tous les gens qui ont eu un poste de préparateur physique étaient des entraîneurs. Et un préparateur physique, c'est un entraîneur parce il entraîne, et il doit être entraînant. Donc, c'est un entraîneur. Ensuite, il est intégré dans un staff où je dirais, on gère une activité globale pour amener à une performance. Donc, à l'identique que on prépare une touche, ou on prépare une mêlée, ou on prépare une défense, lui, il prépare aussi sur d'autres qualités. Donc, il est entraîneur et il a ce rôle, je dirais, dans l'entraînement. Donc, pour moi, c'est un entraîneur. Olivier, tu partages cette opinion? Dans le handball, tu le vis comme ça aussi? Tu te sens autant entraîneur que préparateur physique? Alors, je rejoins complètement Gilbert, et on a souvent eu des discussions autour de cette question que le préparateur physique doit être un entraîneur et doit être entraînant. C'est une évidence. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on a trop de cursus qui amènent à ce métier de préparateur physique, avec pas tout le temps le côté entraîneur des nouvelles formations sur les préparateurs physiques. Et c'est pour ça que les fédérations, au sein des fédérations, la Fédération française du rugby l'a fait il y a quelques temps, et Gilbert a été à l'initiative, ont monté leur propre diplôme de préparateur physique pour être certains que ces préparateurs physiques soient vraiment reconnus comme des entraîneurs athlétiques en charge de la dimension athlétique d'une équipe professionnelle. Et ça veut dire passer par un cursus spécifique. Donc voilà, on est vraiment là-dedans. Il faut maintenant que toutes les fédérations soient à l'unisson par rapport à ça et fassent en sorte que chaque personne qui a suivi ce cursus spécifique puisse être un véritable entraîneur dans cette dimension-là. Mais ça veut dire aussi qu'il doit comprendre encore mieux l'activité. S'il n'est pas rugbyman, il doit mieux comprendre l'activité pour qu'il puisse discuter, collaborer avec le staff sans qu'il y ait vraiment de divergence dans les mots, dans le rapport, quoi. Oui, il est normal que le statut évolue dans la mesure où la préparation physique prend une place prépondérante aujourd'hui dans la préparation d'une équipe. On est d'accord là-dessus, hein? C'est ça, en fait. On est complètement d'accord, mais c'est pas si évident que ça quand on regarde un petit peu les statuts des préparateurs physiques. Dans des sports comme le rugby, le football, c'est assez bien fait. Le handball, ça commence à être pas mal, mais on a encore des disciplines où le préparateur physique, c'est quelqu'un qu'on va prendre 2 fois par semaine, qu'on va pas vraiment intégrer au staff parce qu'on n'a pas vraiment les moyens financiers, on n'a pas vraiment un rôle déterminé tous les jours à lui donner. Bon, je pense qu'il y a encore des choses à faire changer sur les mentalités dans certaines disciplines. J'ai encore 2 dernières questions. Existe-t-il une méthode Morelli et existe-t-il une méthode Gilbert Gascou? Gilbert. Une méthode Gilbert Gascou. En 27 ans, quand même, de pratique. Oui, en 27 ans, la méthode a évolué. Et heureusement, elle a évolué. Elle s'appuie sur une chose essentielle. D'après moi, c'est que c'est le relationnel humain qui fait la différence. Paradoxalement, certains pourraient penser que c'est le contenu qu'on propose qui est très important, bien entendu, qui correspond à ce qu'attend le manager ou ce qu'attend l'entraîneur, qui correspond à la performance et aux objectifs. Oui, je pense que la construction d'une relation humaine dans le staff, d'abord dans le staff, parce que le staff, c'est une entité tellement importante dans un club, qui est entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre les joueurs et entre la direction, et qui doit faire ce tampon-là pour équilibrer, je dirais, un petit peu les tensions. Quand elles y sont, comme elles y sont assez souvent,
dans un sens ou bien dans l'autre. Il faut être voilà. Et donc pour moi, une des qualités essentielles, c'est cette capacité à pouvoir gérer le relationnel humain. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, bien sûr, c'est cette capacité à pouvoir évoluer, à évoluer vers les attentes un petit peu de l'activité. Donc, être bien sûr à l'intérieur, mais aussi être beaucoup à l'extérieur sur ce qui se passe dans la recherche, ce qui se fait dans les universités, ce qui se fait dans les autres sports, dans les autres pays, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est un petit peu regarder autour. La difficulté à le rugby, c'est qu'on a la tête dans le guidon, je dirais toute l'année, et que on n'a pas suffisamment donné de place à cette possibilité d'aller voir ailleurs. Parce qu'on est surbooké. Et je pense que ça sera aussi un moyen d'évoluer. Oui, on l'entend beaucoup dans le rugby, on l'entend beaucoup ça, hein, cette façon de reconnaître que sans recul, c'est difficile aussi d'évoluer et que on a besoin de souffler. Olivier Morelli, il existe une méthode Morelli? Alors je vais un peu répondre comme Gilbert, c'est-à-dire qu'au bout de un peu plus de 20 ans de préparation physique, j'ai des fortes convictions sur le type de travail qui peut être bénéfique pour un joueur, pour un sportif. Par exemple, je crois beaucoup au développement de la force. On est souvent sur des choses où il faut faire beaucoup de prévention. Moi, je crois beaucoup à si le joueur est fort et se sent fort dans les deux dimensions, donc ça fait quelqu'un qui va être un peu plus performant et un peu moins se blesser. Donc j'ai des convictions comme ça assez fortes. Et après, je pense que Gilbert l'a dit et on l'a beaucoup vécu, hein. C'est-à-dire que j'essaie de beaucoup partager, beaucoup échanger avec des collègues dans mon activité et surtout en dehors. Combien de fois je suis monté au Racing pour voir Gilbert, passer une journée, discuter, voir les entraînements, échanger de nos méthodes. La base de la préparation physique et du développement athlétique d'un sportif, hein, en général, c'est de dire comment on peut être ouvert à tout un tas de méthodes, de manières de voir. Et je pense que là, il faut aller voir d'autres disciplines, échanger avec des mecs comme Gilbert qui ont de l'expérience et en plus dans un sport qui nous ressemble, et puis partir à l'étranger pour aller voir d'autres cultures. Et si vraiment on a essayé d'avoir cette vision globale, eh ben en fait ça nous enrichit sur nos méthodes et ça nous fait un petit peu modifier la manière d'aborder. Maintenant, je garde quand même quelques principes de travail que j'ai élaborés depuis un peu plus de 20 ans. Et voilà, mais par contre toujours hyper intéressé d'aller voir, regarder, observer, échanger, discuter avec des collègues comme Gilbert qui ont une expérience très très riche et qui font que ça nous fait complètement et constamment avancer dans ce métier. Dernière question à tous les deux. Au plan personnel, est-ce que vous vous maintenez physiquement, Gilbert? Oui, alors c'est une question pour moi existentielle, c'est-à-dire que ce matin j'ai fait 100 bornes de vélo, voilà. Ah, quand même. Je fais 4 séances de muscu par semaine, je sors 2 fois en vélo, je fais voilà, donc ça c'est parti chez moi, c'est partie du tronc commun. Ouais, c'est l'incontournable. Et toi, Olivier? L'incontournable. Oui, alors moi c'est exactement pareil, hein. J'essaie de m'entretenir physiquement, moi pareil, c'est beaucoup de vélo, muscu, j'essaie de faire des choses qui me plaisent, dans lesquelles je prends du plaisir et qui font qu'en même temps je garde la ligne. Voilà, maintenant j'ai 53 ans, alors je suis pas encore à la retraite, je peux pas sortir 4 fois par semaine. Mais voilà, j'essaie de faire au moins 1 à 2 sorties de vélo par semaine. M'entraîner en muscu, ça m'arrive 2 à 3 fois par semaine. Je me suis installé un truc chez moi aussi quand j'ai besoin. Quand je suis ici à la maison du handball, j'arrive à m'entraîner aussi. Là, je me suis mis à jouer au padel. Voilà, j'essaie de vraiment rester en forme parce que je pense aussi aujourd'hui qu'un préparateur physique doit être un minimum en forme. Attention, parce que ça aussi, c'est des débats qu'on entend un peu partout. On n'est pas obligé de s'entraîner 3 fois par jour et soulever des grosses charges pour revendiquer d'être un bon préparateur physique. Mais par contre, il faut avoir testé, il faut avoir couru, fait du vélo, faire de la muscu, il faut avoir un petit peu expérimenté des choses sur soi pour pouvoir mieux les transmettre. Olivier Morelli, Gilbert Gascou, merci pour vos explications et votre expertise dans ce domaine de la préparation physique qui occupe, on le sait, une place prépondérante dans le sport de haut niveau. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté notre podcast. Celui-ci vous a plu? N'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur les réseaux sociaux de Tech15 pour ne louper aucun épisode. Vue du banc vous retrouve très vite avec de nouveaux invités.